Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que ça fonctionne? Oui, bonjour. Parfait. Donc effectivement, je suis Brieux et avec Lila, on travaille depuis plusieurs années. Tu n'étais pas tout à fait là encore quand on a commencé à travailler avec la ville de Paris, donc toute fin 2019, mais toi, tu es arrivé en 2022, mais ce qui te donne déjà beaucoup de retours d'expérience. Simplement, pour présenter rapidement Circulab, on a un studio de projet qui existe depuis 2012 qui applique l'économie circulaire dans nos projets. Et donc, on va discuter ensemble d'un de ces projets. Lila, est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux te présenter et puis on reviendra au contexte juste après. Alors, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce matin. Donc, je viens de la direction à la transition écologique et du climat de la ville de Paris. Et je suis en charge de l'ambition zéro plastique à usage unique pour cet été 2024. Alors, avant de parler de quoi ça parle concrètement, si on fait un petit retour en arrière, en 2016, il y avait une candidature qui était ouverte pour l'accueil des Jeux 2024 dans le monde. Donc, il y avait 6 métropoles dans le monde qui étaient candidates. Il y avait Paris, Los Angeles, Rome, Hambourg, Budapest et Boston. Et à ce moment-là, c'était jamais vu, mais en fait, sur les 6 métropoles candidates, il y en a 4 qui ont abandonné la candidature. Alors, les raisons, on les connaît. C'est le manque de soutien des populations. Il y avait des pétitions, notamment de mémoire à Hambourg ou à Boston. Le coût assumé des Jeux, qui est toujours un sujet hyper important, et le coût environnemental des Jeux. Donc, vraiment, une non-envie d'accueil des Jeux, c'était assez fort, et c'est toujours aussi une question qu'on a aujourd'hui. Pourquoi accueillir les Jeux ? Quand la ville de Paris a reçu l'accueil des Jeux, en fait, a reçu l'accueil pour 2024 en septembre 2017, il était vraiment urgent qu'on propose une vision, un programme, on appelle ça un programme héritage des Jeux, en quoi ça allait bénéficier aux Parisiens et Parisiennes. Et du coup, quelques années après, en juin 2019, la ville de Paris a posé une ambition qui s'appelle le transformation olympique. C'est de manière très basique, c'est 20 mesures pour la pratique sportive, la réussite éducative. Et parmi ces mesures, il y avait le zéro plastique à usage unique. Mais on n'y est pas venu tout de suite, du coup. Oui, tout à fait. Et justement, donc la mission, elle s'est dessinée à partir de 2019. Est-ce que tu peux, sur ces premières années, nous redessiner un peu le contexte et puis les ambitions qui se sont greffées? Alors, parce que d'annoncer d'emblée tout de go zéro plastique à usage unique, c'était quand même un peu gonflé. Et le premier sujet de l'ambition, c'était déjà de rassembler tout l'écosystème industriel, associatif, institutionnel pour cadrer l'ambition, parce que le plastique, il est absolument partout. Donc il y avait un premier point, c'était une grande conférence à l'automne 2020, pour déjà comprendre de quoi on parle, c'est quoi les leviers, les opportunités. Je me mets un peu sur le côté parce qu'il y a la lumière. Voilà. Et du coup, après aussi, on a fait appel à Circulab pour faire une grande concertation début 2020 avec le tissu économique industriel, sans lequel on ne peut pas travailler cette ambition. Et on a un peu défini 5 filières. Parce qu'on ne parle pas du plastique de la même manière dans l'alimentation, dans l'événementiel, dans le tourisme, santé, hygiène, beauté ou la logistique. C'est les 5 filières qu'on a retenues. Ça, c'était un premier cadrage. On a eu la nécessité de faire un deuxième cadrage. C'était fin 2021, début 2022, parce qu'en fait, il faut déjà s'entendre, c'est quoi un plastique à usage unique ? Alors, je vais rentrer un peu dans la technicité, mais on a un cadre européen qui dit un plastique à usage unique, c'est tout ce qui est totalement ou partiellement composé de plastique. Donc du coup, on a la bouteille plastique, ça c'est facile. Par contre, on a plein de faux amis. La brique d'eau ou de jus de fruits ou de lait, ça c'est un plastique à usage unique, puisque c'est du carton, de l'aluminium et du plastique, le tout collé ensemble. Dans cette réglementation européenne, la canette aluminium-acier ne rentrait pas en compte pour des questions de lobbying ou de choses comme ça. Par contre, pour la ville de Paris, on a poussé la définition parce que la canette, alors c'est pas intéressant, c'est un plastique à usage unique parce qu'il y a une couche de plastique pour isoler l'acier, l'aluminium du contenu. Sinon, ça altérerait le goût. Donc, il y avait vraiment un premier cadrage sur, déjà, c'est quoi un plastique à usage unique ? Alors, je vous épargne toute la farandole des plastiques biosourcés, donc faits avec des plantes, compostables ou même dits biodégradables, même si ce terme n'a pas de définition scientifique réelle. Tout ça, ça reste du plastique à usage unique. Un plastique recyclé, il y en a très peu qui se recyclent, ça va se recycler un nombre limité de fois, ça reste du plastique à usage unique. Donc c'était important de cadrer cette définition, même si c'est un peu technique, et vraiment de se concentrer sur des usages très particuliers.
Parce que du plastique, en fait, vous en avez sur vos vêtements, il y en a dans les revêtements de sol, il y en a dans les fournitures, dans les meubles, absolument partout. Donc on a décidé de se concentrer sur la boisson, l'alimentation et les objets promotionnels. C'était vraiment un premier cadrage qui était essentiel pour arriver du coup à mettre en place des actions concrètes en fait, et mesurables et quantifiables pour les jeux. Et donc, par rapport aux ambitions qui se sont greffées, parce que là, tu nous as bien dressé tout le panorama, et comment finalement vous avez formulé ces ambitions ? Alors, comment on a formulé cette ambition ? Là, tu m'as perdu, du coup, pardon. Non, j'entends par là. L'audio fonctionne pas. J'entends par là. Finalement, c'était quoi les objectifs que vous souhaitiez atteindre avec toutes les difficultés que tu viens de rappeler ? En fait, les objectifs, très clairement... Non, je suis désolée, je n'ai pas le truc. Pardon. En fait, tu sais, c'était sur l'aspect où il fallait assumer que on ne pourrait pas tout faire sur le plastique à usage unique, oui, et qu'il fallait un petit peu assumer certaines parties. Non, quoi. Mais évidemment, quand on assume zéro plastique à usage unique, il y a un peu... comment dire c'est un objectif politique qui est ambitieux, mais évidemment, il y a du plastique à Paris cet été pour les Jeux Olympiques. En revanche, je vous partagerai, on a cranté un certain nombre de résultats et de livrables qui sont hyper intéressants, même avec les partenaires des Jeux, dont le partenaire boisson, Coca-Cola. On a réussi à cranter des choses. Alors, c'est absolument pas parfait, ça, je ne le dirai pas, mais on a réussi à cranter des changements d'usage et des changements industriels qui sont quand même intéressants, c'est certain. Oui, tout à fait. Et donc, pour faire la suite logique de l'intervention de tout à l'heure sur le design systémique, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir une approche globale des enjeux et de ne pas se concentrer sur un élément. Si on s'était concentré que sur les bouteilles plastiques, par exemple, ça n'aurait pas été très intéressant. Là, l'idée, c'est de vraiment comprendre tout le contexte de la ville de Paris, ses différents acteurs, pour pouvoir agir et proposer de nouvelles solutions. Et pour ce faire, pour vraiment mettre en application le design systémique, il y a un modèle qu'on appelle le modèle de l'iceberg. Et en fait, à chaque fois, vous avez 4 parties. Donc là, vous avez l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'événement, finalement, c'est le résultat d'un système. Et ensuite, vous avez les tendances. C'est-à-dire que vous avez des choses qui expliquent, qui se répètent dans le temps, depuis plusieurs années, plusieurs mois, etc., qui expliquent les événements. Et ça, généralement, la plupart du temps, quand vous regardez les actualités, ça s'arrête là. Et pourtant, le système, quand on creuse un petit peu plus, eh bien, il y a des structures, il y a des lois, il y a des équipements qui vont déterminer nos comportements. Et c'est une des structures, un des leviers sur lesquels on peut agir dans le design systémique. Et évidemment, quand on continue de creuser, il y a aussi les modèles mentaux. Quelles sont les convictions, quelles sont les valeurs profondes des membres de ce système-là. Et donc, c'est précisément sur ces 2 leviers qu'on a agi. Et donc, encore une fois, on s'est principalement occupé des causes pour changer finalement les résultats. Et donc finalement, Lila, quelles sont les actions que vous avez menées ? On va peut-être le faire dans un premier temps sur les structures. Peut-être tu peux évoquer l'aspect légal par exemple, et puis on viendra après sur les modèles mentaux. Alors c'est hyper intéressant parce que la première action, la première volonté de la ville de Paris quand l'ambition zéro plastique à usage unique a été décidée par l'exécutif parisien, ça a été d'agir sur le contexte réglementaire. Parce qu'aujourd'hui, une collectivité ne peut pas interdire le plastique à usage unique, la mise en marché du plastique à usage unique sur son territoire. On n'a pas les pouvoirs de certaines villes américaines, par exemple comme San Francisco, qui a interdit les bouteilles plastiques dans les aéroports. Hyper intéressant, mais c'est pas possible en France. La ville, les collectivités ont 2 leviers d'action, les achats, et sur l'espace public, c'est l'occupation du domaine public, le conditionner à l'interdiction, par exemple, de mettre des déchets jetables. Par contre, on a tout de suite essayé de travailler sur le volet réglementaire, la loi, donc c'était en 2019, lors de la négociation pour la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, il y avait beaucoup d'amendements, on a poussé beaucoup d'amendements, notamment dans le sens d'une possibilité d'expérimentation pour les collectivités. On n'a pas réussi. Donc, du coup, ce premier levier-là, élargir les compétences de la collectivité pour interdire certains plastiques, on n'a pas réussi à l'atteindre. Mais ceci étant dit, après... Eh bien, c'est pas tant sur les structures légales, effectivement, que vous avez agi, c'est plus sur les structures en termes d'équipement. Donc là, il y a eu des résultats hyper intéressants. En tout cas, on a essayé de travailler sur le fait que le geste d'éco-responsabilité, de ne pas utiliser du plastique à usage unique, ça ne dépende pas de l'individu, mais aussi que toutes les infrastructures soient en place pour faciliter ce geste et que ce soit le plus facile possible. Donc le premier point sur lequel on a travaillé, c'est l'eau du robinet.
à Paris comme à Nantes. On a une eau du robinet qui est super bonne et qu'on souhaite mettre en avant. On a souhaité favoriser le geste de la gourde. Donc on a déjà à Paris un réseau de 1200 fontaines et points d'eau, donc sur l'espace public, dans les parcs et jardins, ce qui est déjà pas mal. Mais on voulait l'augmenter parce que Paris, il y a beaucoup de visiteurs, de travailleurs qui viennent tous les jours. Donc on a on a copié la ville de Londres, on l'assume, sur une super initiative qui s'appelait Refill London, qui avait été lancée en 2012. On a lancé la même initiative, c'est Ici je choisis l'eau de Paris. En gros, c'est des commerçants qui s'enregistrent sur une plateforme et qui s'engagent à donner gratuitement l'eau du robinet à toute personne sans consommation. Et on a déjà 1000 commerçants qui ont rejoint l'initiative, donc ça complète un peu ce réseau-là et du coup de favoriser le geste de la gourde. Le deuxième levier d'action qu'on a lancé, c'est accompagner le tissu commerçant économique parisien. Alors là, on n'a pas de levier réglementaire. Par contre, on peut accompagner, parce qu'il y a beaucoup de fausses bonnes idées, parce qu'on a vu beaucoup d'entreprises, mais j'ai arrêté les bouteilles plastiques, ou même la SNCF d'ailleurs. J'ai arrêté les bouteilles plastiques, j'ai mis des briques d'eau. Bon, super, c'est juste un report d'impact en termes de matière, parce que la brique, elle a aussi un impact environnemental qui est délétère, ou Eurostar qui a mis des bouteilles en aluminium, ce qui est pire que tout, en fait. Donc, c'est vraiment d'aider le tissu industriel, économique, à avoir le bon sourcing, les bonnes informations réglementaires, d'éviter de partir sur des fausses solutions, de la maladaptation. Donc on a mis en place un réseau qui s'appelle le Paris du zéro plastique, qui est animé par Circulab du coup. C'est un réseau qui rassemble 1500 entreprises parisiennes, et au sein de ce réseau, pour accélérer, on a créé un label zéro plastique pour les entreprises. Voilà. Donc ça, c'était les premiers points qu'on a lancés pour essayer de mailler le territoire parisien. Et justement, par rapport à cette échéance de 2024, est-ce que tu as, comment dirais-je, des choses à ajouter sur le fait, sur les retours que peuvent te faire les commerçants par rapport à cette mise en place du label, par exemple ? C'est plutôt super bien accueilli. En fait, on a déjà 170 entreprises qui se sont lancées dans la certification. Donc, c'est des musées, c'est des boîtes de nuit, des commerçants, des chaînes de supermarchés aussi. Et le premier axe, c'est déjà de donner accès à l'eau potable. Donc, ça commence à se développer. Mais déjà à Paris, dans la plupart des musées parisiens, vous pouvez venir avec votre gourde, remplir votre gourde, ce qui n'était pas un acquis déjà l'année dernière. Donc, c'est de faciliter ce geste-là et après de travailler sur l'alimentation. Donc, d'arrêter la vaisselle jetable, de mettre de la vaisselle réemployable, de travailler sur les boutiques des musées ou par exemple sur tous les achats de souvenirs, par exemple. Et justement, on a parlé pas mal des structures, mais au niveau des modèles mentaux, il y a eu et il y a encore pas mal de freins, disons, mentaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus sur les actions que vous avez eues sur ces fameux modèles mentaux ? Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est quasiment systématique. En sortir du plastique à usage unique, c'est un changement d'usage. Donc la première réflexion, c'est on va partir sur une autre matière. Et d'ailleurs, ce que font très bien les fournisseurs et les industriels. Donc, j'arrête une bouteille d'eau, je vais avoir une brique d'eau, je vais avoir une canette d'eau, ou je vais avoir, par exemple, j'arrête les gobelets plastiques, je vais avoir un gobelet en carton. Alors, vos gobelets en carton, s'ils n'étaient pas plastifiés, ça prendrait l'eau parce que la cellulose n'est pas imperméable de base. Et même, alors du coup, on a commencé à se rendre compte que les gobelets carton étaient plastifiés, donc maintenant les industriels font des gobelets carton dits zéro plastique. C'est un petit peu de l'arnaque parce qu'il y a toujours quelques microgrammes de plastique et qui ne sont pas du tout bien traités. Et il y a toujours un report d'impact qui est hyper important. Même si on émet moins de gaz à effet de serre, on va émettre plus d'impact sur l'acidification, l'oxygène émis dans l'eau ou des choses comme ça. Donc en fait, le premier point, déjà, c'est qu'il n'y a pas de matériau miracle pour sortir du plastique. Le plastique, il est hyper optimisé, il est hyper pratique. C'est pour ça qu'on l'a adopté et massifié aussi, mais c'est juste de partir sur c'est un message très basique, mais de la sobriété d'usage, en fait, de consommer moins de petits formats, partir sur des grands formats. Dès qu'on le peut, partir sur du réemploi, mais c'est pas toujours adapté à tous les cas d'usage. Il faut vraiment s'adapter entre un food truck, un musée, un cinéma ou un festival, c'est pas les mêmes contraintes. Donc il faut vraiment s'adapter, mais c'est vraiment de consommer moins et faire moins de contenants individuels. Déjà là-dessus, on est gagnant. Ça, c'était un peu le premier modèle mental. Ouais. Eh ben, je te propose de continuer si tu as d'autres modèles mentaux. Le deuxième, c'est qui est quasi systématique, sur beaucoup d'organisateurs d'événements notamment, c'est pas possible d'un point de vue logistique. Alors, ce qui est vrai, parce que si on fait des emballages en réemploi ou du vrac, il y a plus de manutention, ça va coûter cher, ce qui n'est pas toujours vrai parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le coût de la matière a vachement augmenté, donc
on trouve une sorte d'équilibre avec certains contenants réemploi ou des contenants plus en vrac, ou alors c'est dangereux. On l'a eu beaucoup, notamment sur les courses sur route, qu'on va faire zéro plastique à partir de l'année prochaine. Et, les gens ne vont pas s'hydrater, ou par exemple, si on arrête les bouteilles plastiques et qu'on met des gobelets réemployables, les gens vont marcher sur les gobelets et vont tomber. Sauf qu'on arrivait déjà à ramasser les bouteilles d'eau, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à ramasser les gobelets réemployables. Mais il y a vraiment beaucoup de... Comment dire, souvent la première réception du sujet, on va retirer le plastique à usage unique, c'est pas possible, ça va coûter cher, et même c'est dangereux. Voilà, donc en travaillant le sujet, après on arrive à passer, mais il faut vraiment aller au cas par cas et rassurer sur chacun des points. Et alors, montrer que c'est possible, ça c'est une chose qui a été faite, mais il y a aussi montrer que c'est impactant, que ça amène des résultats. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? Alors c'est hyper intéressant parce que comment on documente, comment on rend visible la disparition du plastique à usage unique, parce qu'on a beau jeu de dire par exemple, pour les Jeux Olympiques, on y viendra après, on fait zéro plastique à usage unique, non en fait... Déjà, ça veut dire quoi ? C'est comment on documente l'histoire d'une disparition parce qu'on ne le verra pas. Je vais vous donner l'exemple d'un centre d'hébergement d'urgence de la ville de Paris qui est ouvert chaque année de novembre à mars, qui accueille 70 personnes qui sont sans domicile fixe. Tout était en jetable. Donc c'est vraiment la vaisselle, les gobelets, les couverts, les serviettes pour se sécher, les draps, tout était en jetable, les dentifrices. Ils ont tout retiré, ils ont tout passé en réemployable, en lavable, ils sont équipés de machines à laver, donc super boulot, on dit on est zéro plastique. Mais du coup, ils n'arrivaient pas à documenter ça, donc on a fait un travail avec eux de mettre en place des indicateurs. Ça fait quoi ? Concrètement, ça fait 6 tonnes de plastique en moins chaque hiver. C'était 6 tonnes d'articles en plastique, soit le dentifrice, la vaisselle, les bouteilles qui étaient utilisées pour héberger 70 personnes. Donc là, ils ont réussi à passer le cap, mais c'est important de mettre en place des indicateurs pour quantifier. Ça fait 6 tonnes de plastique en moins, ça fait tant de CO2 en moins quand on arrive à le quantifier, parce que c'est pas toujours simple avec les différents types de plastique, mais pour se rendre compte de l'impact, parce que de dire qu'on a supprimé le plastique, c'est pas suffisant, et au point de vue de l'expérience usagée, c'est invisible. Enfin, quand c'est réussi, c'est invisible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dommages, il n'y a pas de contraintes. En fait. Tout à fait. Et justement, par rapport aux résultats, il y a pas mal d'acteurs pour lesquels il y a eu des résultats assez surprenants. Est-ce que tu peux en mentionner quelques-uns ? Pour les Jeux, du coup, le premier sujet, c'était on accueille les Jeux. Qui dit accueil des Jeux Olympiques. Donc déjà, il faut préciser, pour les Jeux Olympiques, la ville de Paris n'organise pas les Jeux. C'est Paris 2024 qui est un organisateur géré par l'État. La ville de Paris accueille une partie des épreuves des Jeux, mais du coup, on a quand même on a porté la candidature, mais on a une responsabilité limitée dans l'organisation des Jeux. Donc on accueille les Jeux et tout le protocole des Jeux du CIO, donc du coup avec des partenaires qui nous sont imposés, des partenaires mondiaux, dont Coca-Cola. Donc on est arrivé avec cette ambition-là de zéro plastique à usage unique et on rentrait dans un dialogue avec Coca-Cola dès 2021 pour qui la solution est le plastique recyclé. Parce qu'eux, ils sont dans le principe d'économie circulaire ou de réduction de l'empreinte carbone. Pour eux, la meilleure solution, la meilleure matière pour garder des petites bouteilles individuelles, c'est le plastique recyclé, le rPET. Et ils ont raison d'un point de vue strictement d'analyse de cycle de vie. Sauf que pour nous, ce qui est important, c'est de réduire le plastique parce que dans l'empreinte environnementale, il n'y a pas que la dimension carbone qui est importante. En fait, ça ne tient pas compte de l'impact sur la biodiversité ou sur la santé humaine. Donc on voulait vraiment réduire le plastique, donc on a discuté avec eux pendant 2 ans sur d'autres solutions. Donc il existe une solution historique que vous connaissez tous, ces petites bouteilles en verre en réemploi. Bon, ça c'est bien, mais c'est limité pour accueillir plusieurs millions de visiteurs et c'est pas hyper effectif quand il y a beaucoup d'affluence. Il y a une autre solution que vous connaissez, peut-être si vous allez au fast-food, c'est les fontaines à soda. En fait, c'est une poche de sirop concentré, une poche en plastique de sirop concentré, de l'eau de ville et du gaz. Et ça, avec ça, on recrée une boisson sur place. Et du coup, on a une réduction de la matière plastique qui est absolument phénoménale. Du coup, on a beaucoup poussé, parce qu'on a un événement massif avec beaucoup d'afflux, on a beaucoup poussé pour que Coca investisse dans le système de fontaines à soda de manière massive. Donc, on a réussi à avoir un accord, ils investissent dans 700 fontaines à soda. Grosso modo, donc sur les 18 millions de boissons qui seront distribuées pendant les Jeux, il y en a 40% qui seront zéro plastique. Alors, ce n'est pas le 100%. On n'a pas réussi ça, mais on a déjà réussi à atteindre ce 40%.
Et à Paris, parce qu'on a poussé le curseur plus loin, c'est 50%, donc on aura 1,25 million boissons qui seront distribuées zéro plastique. Donc c'est ça qui est déjà évité en termes de tonnage plastique qu'on a pu cranter avec Coca-Cola. On aurait pu pousser le curseur plus loin, on n'a pas réussi, mais c'est déjà un premier pas qui est encourageant. Après, sur la zone de responsabilité de la ville de Paris, on a quand même une zone de responsabilité. Sur tous les sites de festivités à Paris, de la ville de Paris, il y en aura 26. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus, je vous invite à venir. Ce sera zéro plastique sur la boisson, l'alimentation. Donc tout sera en réemployable, avec bien sûr des gobelets réutilisables. Ça, c'est important de le rappeler. Donc sur ce périmètre-là, on va être nickel. Et enfin, il y aura aussi... pendant les Jeux, il y a une épreuve qui est ouverte au public. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la course à pied parmi vous. Mais il y aura le marathon pour tous. Donc c'est une distance 42 km ou 10 km. Cette course-là, qui aura lieu le 10 août, elle sera sans bouteilles plastiques pour les points de ravitaillement. Parce que c'est un peu le standard des courses sur route d'avoir des bouteilles plastiques pour les points de ravitaillement avec des images catastrophiques derrière. Donc ce sera sans plastique. Et du coup, au 1er septembre 2024, juste après... quasiment, parce que ça termine le 8 septembre, juste après les Jeux, toutes les courses parisiennes, il y en a 50, que ce soit la petite course de quartier ou le marathon, seront sans bouteilles plastiques. Donc là, ça fera une réduction de 20 tonnes de plastique par an. Donc ça c'est une accélération qu'on a pu prendre dans le cadre des Jeux. Et j'ai été trop longue, je crois, sur les Jeux. Désolée. Non, c'est tout à fait exact. Est-ce que tu as encore des résultats sur un autre type d'acteurs? Je pense par exemple à des hôteliers qu'on rejoint aussi le réseau que tu évoquais tout à l'heure. Oui, mais d'ailleurs la photo qu'on voit, c'est les 100 premières entreprises qui ont rejoint la certification zéro plastique, et il y en a quasiment les 2/3 qui sont des hôteliers qui vont vraiment massifier du coup le fait de donner accès d'arrêter déjà les bouteilles d'eau en chambre. Ça devient de plus en plus un standard, et c'est tant mieux de faciliter l'accès à l'eau du robinet, d'arrêter le jetable pour l'alimentation sur la vente à emporter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va déployer. Ouais. Et j'ai oublié de préciser, le dernier niveau, mais c'est vraiment la ville de Paris qui doit être exemplaire. L'administration parisienne, alors c'est un énorme paquebot, c'est 60 000 agents, un nombre incalculable de services, mais on a un énorme paquebot en termes d'achat public. Cette année, l'année dernière, donc on renouvelle tous les marchés de boissons, d'alimentation, mais c'est vraiment, ça s'étale sur plusieurs années, mais on a déjà réduit 41 tonnes de plastique l'année dernière. Donc on a quand même aussi ce pouvoir-là d'exemplarité, et surtout d'exemplarité dans tous nos équipements publics, les bibliothèques, les stades, les équipements sportifs, il y en a 500, d'équiper tout ça en fontaine à eau pour être aussi, s'appliquer à soi-même ce qu'on veut pour le territoire parisien. Voilà. Tout à fait. Et pour respecter les timings autant que faire se peut, on va passer aux enseignements clés. Justement, avec ce recul de plusieurs années, est-ce que tu as plusieurs enseignements à nous partager, histoire que chacun puisse prendre du recul et puis agir sur son système, justement? Vraiment sur ce sujet-là, et je vois plusieurs collectivités qui sont engagées aussi dans ce sujet, ou même des entreprises, c'est de bien définir de quoi on parle. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'entreprises, d'institutions qui partent sur du sujet zéro plastique, réduction du plastique, mais qui vont accepter soit du compostable, soit du biodégradable, soit du recyclé. Donc de bien choisir le périmètre d'action et de aussi bien cibler les sujets, parce que forcément, faire du zéro plastique sur la ville de Paris, c'est colossal, on n'y arrivera pas. Par contre, sur l'événementiel sportif, donc les courses sur route, on va y arriver. Sur les 5000 événements qu'on accueille chaque année sur l'espace public, donc c'est festivals, défilés de mode, tournages, événements de quartier, ça, on va le faire l'année prochaine. Donc tous ces événements-là, s'ils voudront occuper l'espace public parisien, devront ne pas mettre de plastique à usage unique et favoriser l'accès à un point d'eau. Donc vraiment cibler des actions qui sont mesurables, quantifiables et sur lesquelles on a la main. On a essayé le volet légal, on n'a pas réussi, mais en tout cas sur l'occupation du domaine public, sur les achats de la ville de Paris, sur les jeux, dans notre domaine de responsabilité, on y arrivera. Et au niveau donc ça c'était plus sur justement bien définir, le périmètre d'action. Et au niveau des actions, tu avais aussi des recommandations sur le sujet? En fait, au niveau des actions, tu estimais qu'il fallait vraiment être sur des choses vraiment quantifiables pour pouvoir facilement montrer les résultats. C'est la recommandation parce qu'on n'a pas d'indicateur pour mesurer la pollution plastique aujourd'hui. C'est une vraie complexité. En fait, le seul indicateur de base qu'on a, c'est le ramassage des ordures ménagères.
et éventuellement le taux de caractérisation de tri et après de recyclage. Ça ne nous dit rien sur la pollution plastique. Donc ce qu'on peut, c'est de documenter au maximum, et c'est ce qu'on va faire pour les jeux, de savoir combien de millions de boissons, de millions de repas on a proposé zéro plastique, et ça fait combien de tonnes de plastique évitées et combien de CO2 éviter. C'est pas parfait, mais c'est juste de montrer l'impact de ce changement et pour essayer de convaincre après aussi sur un nouveau standard en fait.